bonsoir à vous chers auditeurs, comment ça va? Comme vous le voyez, on est toujours là, et la nébuleuse aussi. Installez-vous car c'est une nouvelle émission qui commence ce soir, rien que pour vous les amis. On est toujours sur Trappiste 1F, toujours la plus belle planète de la constellation du Verseau, mais je ne sais pas si c'est parce que c'est le 10 956e jour du confinement, date stellaire, mais cette planète est beaucoup trop calme à mon goût, on va essayer de remédier à ça un petit moment. Je suis l'explorateur, et aujourd'hui les mots qui ont été tirés sont nouveau, arme et deviner. Voilà, j'espère que cette histoire va vous plaire, on s'installe bien dans son fauteuil et on se met à l'aise. On essaie de ne pas penser à la nébuleuse qui nous envoie peut-être des radiations. On respire et on est prêt pour l'histoire. C'est parti. Bactoulan avait beau retourner la chair dans tous les sens, tripoter les entrailles et palper désespérément les viscères de la bête, les présages étaient très mauvais. Hors de la tente de l'augure, la plaine était balayée par les sables. Impassible, 6000 guerriers montaient la garde dans le camp du Zerfatir, le roi des rois. Et d'un moment à l'autre, le Zerfatir allait ordonner à Bactoulan qu'il livre sa prophétie. Depuis 5 ans, la dynastie royale était brisée. Les deux princes se disputaient le trône d'Umbaruk. Une guerre fort longue, car aucun des chefs n'avait été capable de porter le coup fatal. Au dernier moment, l'ennemi se dérobait au péril avant de revenir encore plus fort. La lassitude était telle qu'on racontait qu'à certaines occasions, et avec l'accord de leur commandant, les hommes faisaient semblant de se battre, mourant et se blessant pour du faux. Les princes parvinrent péniblement à rétablir la discipline, concédant néanmoins qu'on ne tape plus trop fort et qu'on interdise de mordre et de griffer. En fait, seuls les princes avaient conservé leur hargne et ne désespéraient pas de remporter la victoire. Et aujourd'hui, plus que jamais, le Zerfatir semblait être celui qui allait remporter la décision. L'armée de son frère était acculée, dos à la montagne, sans vivre, en sous-nombre et démoralisée. Au contraire, la promesse de la fin imminente de la guerre avait ragaillardi les hommes du Zerfatir, confiants et prêts à griffer cette fois-ci. Ce dernier s'apprêtait à pénétrer dans la tente de notre augure. Bactoulan récapitula une 100e fois son oracle désastreux. Après le commencement de la bataille, le cheval du Zerfatir s'emballera. Le roi, coincé dans ses étriers, sera traîné au sol sur 300 mètres, allant droit sur les lignes de son frère. Là, un cavalier de l'armée de son frère sera désarçonné par sa jument, rejoignant au grand galop le cheval du roi. Et là, les 2 chevaux entreprendront une parade de séduction avant de copuler sauvagement, toujours avec le roi pendu aux étriers, mourant piteusement et embarrassant au plus haut point les 2 armées, lesquelles décideront alors de se réconcilier et de rallier le prince survivant après un goûter. Tous décideront d'un commun accord de raconter par la suite que le Zerfatir trouva la mort héroïquement dans un duel l'opposant à son frère afin de préserver la réputation du royaume et la gloire du vainqueur. C'est à ce moment que surgit le Zerfatir dans la tente du mage. Eh bien, augure, parle, que disent tes présages? Déjà la troupe s'assemble sous mes bannières, prête à se battre. Le Zerfatir était un homme d'une taille immense. Il avait revêtu son armure d'or et la couronne aux cornes de bouc du royaume. Bactoulan laissa échapper un cri de surprise. Il balbutia, tenta de dissimuler son embarras dans une révérence, mais le roi s'impatienta. Alors Bactoulan, parle, vais-je remporter la victoire? Tout en reprenant contenance, Bactoulan se rappela ce qu'il avait appris en 3e année à l'école de devinage. Il souffla bruyamment, se contorsionna, comme un dément, et, prenant une voix d'outre-tombe, il commença
Silence, mortel. Par ma voix parlent les dieux. Nous t'écoutons, mais nous ne t'accorderons que 3 questions. Le roi se ratatina et d'une voix humble réitéra sa question. Pactolan alors reprit. Il est dit que ce jour mettra fin à la guerre, que l'héroïsme du Sarfati sera compté dans tout le royaume. Le prince esquissa un sourire. Et parmi mes hommes, combien perdront la vie? Par votre adresse, la bataille sera brève, au point qu'un seul des vôtres mourra dans cet engagement. Ah, une victoire éclair, je n'en avais jamais douté. Maintenant, mage, parle-moi de mon frère. J'aurais souhaité le ramener en vie, lui faire payer sa traîtrise dans mes geôles. Qu'en sera-t-il? Bactoulan lâcha un hoquet de surprise, puis, pour ne pas se dévoiler, reprit ses convulsions de plus belle, se roula au sol, et lâcha des éructations dans une langue inconnue, des 2 protagonistes d'ailleurs. Le roi, l'observant avec piété, se mit à genoux et renouvela sa question. Puis Bactoulan trouva enfin sa réponse. Votre frère sera conduit vivant et sous bonne escorte dans la capitale, où il vivra encore de nombreuses années. Le roi était triomphal. Il remercia l'augure, lui jetant une bourse au passage. Mais au moment où il allait partir, Bactoulan, encore recroquevillé sur le sol, dit « Mon roi, de sa voix de possédé. Oui, devin. Surtout n'oublie pas de donner de l'avoine à ton cheval. Sa vigueur sera la clé de la victoire. » Le roi acquiesça, fit une profonde révérence et repartit vers son destin.